Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant d'aborder le cœur de mon intervention, je tiens tout d'abord à saluer à titre personnel le travail remarquable accompli par Riposte Internationale en faveur des droits humains. Organisation encore jeune, elle incarne pourtant une détermination et une constance qui redonnent espoir quant à l'avènement d'un avenir plus juste, fondé sur les valeurs universelles qui nous rassemblent aujourd'hui, ici, dans cette salle. Je tiens aussi à remercier et à exprimer ma reconnaissance à Dali et Judy pour son engagement sans relâche, sa capacité à rechercher des outils consensuels et son courage exceptionnel face à un dossier d'une complexité extrême, dans un contexte où toute voix dissidente s'expose à des poursuites et à des conséquences particulièrement graves. Mesdames, Messieurs, mon intervention sur l'affaire de l'Arba'a Nassirasset ne s'inscrira ni dans l'interprétation, ni dans la spéculation. Elle ne sera pas un exercice d'hypothèse ou de commentaire. Elle repose exclusivement sur des éléments factuels, établis, consignés, noir sur blanc. Il s'agira de rappeler des faits précis, vérifiables et incontestables. Ce dossier ne relève pas simplement des dysfonctionnements institutionnels. Il met en lumière la logique d'un système où l'autorité judiciaire, au lieu d'incarner l'indépendance et la protection des droits, semble réduire à un rôle d'exécution. Il expose un appareil sécuritaire qui, loin de chercher la vérité, n'a manifestement pas mobilisé les moyens nécessaires pour éclaircir les zones d'ombre, conforter les versions, reconstituer les événements avec rigueur et rassembler méthodiquement les éléments essentiels à la manifestation de la vérité. J'ai décidé de ne pas lire l'introduction, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps, relatif à la chronologie des événements. Mais je vais essayer de synthétiser l'idée de l'affaire. Le 9 août 2021, suite aux incendies qui ont touché le bassin central de la région de la Grande Kabylie, l'Arba'a Nassirasset, un meurtre abject a été commis. Le défunt Jamal Ben Smaïl était victime d'un lynchage et d'une mort atroce. Personne ne pouvait accepter une telle situation. Tout le monde exigeait et demandait que la vérité soit faite. Le problème, c'est que les autorités ont décidé d'interdire, mais d'une façon définitive, la possibilité d'arriver à la vérité dans ce dossier. Je veux dire clairement que dans ce dossier, il n'y a pas eu d'enquête. Pour un tel meurtre, l'enquête est absente. Je vais commencer par citer des faits, des réalités, qui vont nous choquer toutes et tous. Ce dossier, comme je l'ai dit au début de mon intervention, restera une tache noire à jamais dans l'histoire de notre pays. Je vais commencer par un cas. Et je vais parler de chaque cas à part, pour que ce soit pédagogiquement compréhensible, pour qu'on ne se perde pas. Le premier cas que j'ai eu à étudier dans le cadre de ce dossier, c'est le cas de Mohamed Laskri. Classé parmi les principaux accusés, Mohamed Laskri illustre une situation particulièrement préoccupante. Oui, parmi les personnes poursuivies, condamnées à mort, certaines n'étaient pas présentes sur le lieu du crime. Âgé de 30 ans, au moment des faits, militant politique connu pour son engagement, Mohamed Laskri ne fait l'objet, dans l'ensemble du dossier, d'aucun élément matériel établissant sa présence sur les lieux le 11 août 2021. Aucun enregistrement vidéo parmi les centaines diffusés ce jour-là permet de l'identifier formellement. Aucun témoignage direct et circonstancié ne le situe au moment des faits.
Les procès-verbaux d'audition établis par les services de police portent essentiellement son parcours militant et ses positions politiques. Les questions posées concernent ses opinions, ses activités et ses fréquentations dans le domaine de la société civile et politique, exclusivement. En revanche, aucun élément précis ne vient établir un rôle concret dans les violences ayant conduit à la mort de Jamal Ismail. Il n'existe aucune preuve matérielle démontrant une coordination avec les services de renseignement étrangers, tel qu'il a été dit et affirmé par les autorités algériennes, ni la moindre trace d'une implication d'une organisation logistique des événements. Aucun rapport versé dans le dossier de la part de la Direction générale de la Sûreté intérieure ou bien de la Direction générale de la Sécurité extérieure du moment où l'État algérien a accusé Israël, le Maroc et tacitement la France d'avoir coordonné les incendies, les faits d'incendie et de crime du Jamal Ismail qui étaient considérés officiellement comme un complot contre l'État. Les éléments retenus contre lui se résument essentiellement à deux pièces qui ont conduit à sa condamnation à mort en première instance et en appel. Le premier, une photographie de très mauvaise qualité montrant de dos un individu en train de filmer le corps calciné de la victime. Je dis bien, une photo de très mauvaise qualité montrant de dos un individu en train de filmer le corps calciné de la victime. Le commentaire accompagnant cette image affirme qu'elle, entre guillemets ce que les enquêteurs ont mis, démontre la présence de l'accusé sur les lieux du crime en train de prendre des photos du cadavre en train de brûler. Or, le visage de la personne photographiée n'est pas visible. Aucun élément d'authentification formelle n'apparaît. L'image ne permet ni reconnaissance faciale, ni certitude morphologique, ni corrélation technique incontestable. Je peux vous montrer la vidéo, parce que je ne peux pas la montrer, vu la sensibilité, et voir est-ce que c'est une photo avec laquelle on peut condamner une personne à mort. Deuxième élément comme preuve qui a été mis dans le dossier concernant le cas de Mohamed Laskri, une capture d'écran Messenger, attestant d'un appel téléphonique via Messenger avec M. Yassine Drissi, ici présent, lequel faisait l'objet d'une recherche dans une autre affaire caractère politique. Cette pièce ne démontre ni la nature du contenu échangé, ni un lien direct avec les faits du 11 août 2021, ni l'existence d'un projet criminel concerté. Sur la base de ces deux éléments, une photographie floue de mauvaise qualité, sans aucune étude technique de morphologie, ni le visage qui apparaît, ni une affirmation de la part des services de sécurité que celui qui est sur la photo a participé au crime, il a été condamné à mort en première et en deuxième instance. Deuxième, Moualek Mohamedoulaye. Il est présenté comme le deuxième élément le plus influent dans cette affaire par les services de sécurité. Ramené face caméra devant l'ENTV et on déclare l'un des principaux responsables de l'acte criminel. Deuxième, classé accusé principal numéro 2, Moualek Mohamedoulaye. Il s'agit d'un citoyen marié, père de 4 enfants, si je ne me trompe pas. Il a été arrêté par une brigade de force spéciale, alors qu'il circulait en voiture plusieurs jours après les faits en direction de son domicile familial. Quelqu'un qui a participé à un complot contre l'État, membre d'une organisation terroriste, avoir organisé un crime d'une telle ampleur, il ne pouvait pas rouler avec sa voiture pour partir chez lui. Comme ça, on peut centre-ville. Non loin du centre-ville de l'Albanathila, son interpellation ne s'est pas faite sur les lieux du crime, ni dans un contexte de flagrance. Dans ce dossier, les éléments matériels sont encore plus fragiles que dans le cas précédent, contrairement à Laskri, pour lequel au moins une photographie, certes contestable, avait été versée au dossier. Aucun élément visuel, aucune trace technique, aucune preuve tangible ne vient établir la présence de l'implication directe de Moualek Mohamedoulaye dans les faits. L'accusation principale contre lui repose sur une affirmation sans appartenance présumée au MAC. Or, l'examen des procès-verbaux, les autorités, les auditions portent essentiellement sur ses opinions.
ses fréquentations et ses positions idéologiques. Les interrogatoires s'orientent vers des considérations d'ordre politique plutôt que vers l'établissement précis d'actes matériels liés au meurtre. Aucun élément sur son implication ou sur ses activités politiques n'a été versé dans le dossier. La conclusion des services de sécurité a fait état de preuves pour les autorités judiciaires pour asseoir leur condamnation à mort. Un autre cas, et là je vais regrouper plusieurs cas, puisque leur cas est similaire. Sifax Mamouk, Yassine Nekash, Youssef Guitache et Azo Hafiz. Le troisième accusé présente comme principal lui aussi, et Sifax Mamouk. Comme pour les deux cas précédents, Mohamed Askari et Mohamed Abdelaïd, les procédures d'audition s'orientent exclusivement, je dis bien exclusivement, vers son engagement politique. Les interrogatoires portent sur ses opinions, ses fréquentations et ses positions idéologiques. En revanche, aucun élément matériel n'est versé au dossier pour établir la participation de Sifax Mamouk. Aucun lien direct, aucun témoin, aucune photo, aucune vidéo, aucun rapport technique ne prouve son implication. Condamné à mort, première instance et on appelle. Ceci, le cas aussi des deux autres personnes que j'ai citées, Youssef Guedache et Azo Hafiz. Tous deux ont été arrêtés 2 à 3 mois après les faits. 2 à 3 mois après les faits. Ils ne se trouvaient pas sur les lieux du crime. Aucun élément matériel ne lui relie directement aux éléments du 11 août 2021. Ayant appris qu'ils faisaient l'objet de recherches, ils se sont présentés d'eux-mêmes au service de sécurité de la Barnati et la FEM à la sortie de leur travail. Depuis, leur famille ne les voit qu'au parloir d'un établissement pénitentiaire depuis maintenant 5 ans. Ils ont, eux aussi, été condamnés à la peine capitale en première, puis à aucun élément sur eux. Je citerai ici un autre cas, troublant. C'est le cas de M. Sofiane Hamadou. Illustre à lui seul cette folie qu'on n'a jamais pu imaginer. Sofiane Hamadou est citoyen qui s'est présenté de sa propre initiative au siège de la sûreté de Daïra, afin de dénoncer ce qu'il considérait comme des arrestations injustifiées. À l'époque, il y avait plusieurs personnes qui ont décidé de contester. Il y avait même des citoyens qui se sont dit maintenant on doit réagir. Et parmi eux, Sofiane Hamadou. Devant les services de la sûreté de Daïra, il aurait déclaré: vous êtes en train d'arrêter des innocents, dans ce cas, arrêtez-nous tous. Selon les témoignages rapportés, les forces spéciales qui étaient dépêchées sur place durant cette période-là, parce que la situation était très tendue dans la région de la Barnati, ne l'ont pas isolé, mais conduit à l'écart pour procéder à une interpellation formelle. Il aurait immédiatement été victime de violences, coups de pied, gifles, crachats, croche-pieds répétés dans un déchaînement décrit par certains témoins comme une scène digne d'un film d'arts martiaux. Ces violences auraient été exercées par des agents formés aux opérations de lutte antiterroriste. Aucun élément matériel n'aurait été présenté pour justifier une telle intervention. Un rapport a néanmoins été établi. Il mentionne, écoutez bien, contre Sofiane Hamadou, ce que le rapport mentionne. Aucun élément matériel. L'intéressé reconnaît l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Lesquels? D'avoir filmé, durant les moments des faits, et créé Vive le Mac. À ce jour, 5 ans de recherche, je n'ai pu trouver à ce jour 7 vidéos dont le rapport parle et 6 vidéos dont le rapport parle. À ce jour. Je continue. J'aurai 2-3 cas aussi à présenter et je vais clôturer mon intervention et répondre aux questions. Et désolé si j'espère que vous allez passer mon temps de parole. Je vous surveille attentivement. Là aussi, je tiens à présenter 2 cas, troublants aussi.
J'ai préféré de procéder ainsi parce qu'au début, je me suis dit, je vais présenter le cas d'une façon juridique, avec une autre méthodologie. Mais j'ai préféré de traiter la chose de cette façon-là, pour donner des exemples concrets, des faits, des vérités. Et là, je traiterai deux cas, les cousins Khli, en l'occurrence Sifax Khli et Yazid Khli. Je me permettrai de m'étaler un petit peu et de ne pas synthétiser, pour voir la gravité de la situation. Je vais vous raconter ici l'histoire de deux cousins, Sifax Khli et Khli Yazid. Le 11 août 2021, le jour des faits, ou le jour du meurtre, Khli Sifax et son cousin Khli Yazid participaient activement à l'effort collectif face aux incendies. Déplacement contre village, alerte sur de nouveaux départs de feu. Les deux hommes prennent ensuite la route vers un village où un incendie a touché la maison d'une tante. Alors, une fois le feu maîtrisé, ils remontent vers la ville. Sur le trajet, ils aperçoivent une voiture blanche. Elle a été arrêtée parce qu'elle a été signalée comme étant, c'est des personnes qui étaient dedans et ils étaient en train de mettre le feu dans la région. Ils aperçoivent de loin la voiture blanche. À ce moment-là, ils ignorent que la victime est entre les mains de personnes qui vont le livrer à la police. Ils ont vu un mouvement de foule, et à ce moment-là, le plus âgé d'entre eux, Khli Yazid, qui est un chauffeur routier, demande à son cousin de partir à la maison puisqu'ils n'ont pas le temps, puisque le lendemain, tôt la matinée, ils doivent faire un long trajet vers la région d'Insala, dans la wilaya de Tamerasset. Je pense que c'est à plus de 1500 km. Donc, à l'aube, ils partent en direction d'Insala, avec leur camion et leurs marchandises. Des personnes impliquées dans une affaire, ils ne prendraient pas de un camion, en plus vers le sud, donc traverser 1500 km, et de l'autre, passer la nuit dans un hôtel en donnant leurs identités. Ils les ont même accusés de vouloir quitter le pays illégalement. Est-ce que vouloir quitter l'Algérie se fait via Insala vers le Mali ou le Niger? Ils ont passé la nuit dans un hôtel et leurs identités ont été communiquées aux services de renseignement et de police. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont habitants de Laval. Toute la matinée, l'hôtel a été encerclé. Les deux, je dirais, accusés sortent de l'hôtel. Un agent leur lance: vous, les gens de Laval, vous êtes des assassins. S'adressant à deux cousins. Les deux accusés subissent alors un véritable calvaire, violence physique et morale, pression constante, instruction menée entièrement à charge, privation de nourriture et d'eau, ignorance du lieu de détention, et leur famille n'a eu de nouvelles qu'un mois après leur arrestation et leur présentation devant le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed de la wilaya d'Alger. Un point trouble. Cependant, la divergence de sort entre les deux cousins. Yazid Khli est finalement blanchi et libéré après plusieurs mois de prison. Par contre, Khli Sifax, quant à lui, est condamné à la peine capitale en première instance et à 20 ans de prison en deuxième instance pour assassinat et affiliation à un mouvement et à une organisation terroriste. Cela pousse à une réflexion. Et là, je vous invite à me suivre. Cela pousse à une réflexion profonde. Pourquoi? Quand on lit le dossier, on trouve une divergence de fond pour des personnes qui étaient ensemble du début jusqu'à la fin. Pourquoi deux personnes dont le dossier prouve du début à la fin le même parcours, les mêmes faits, ont-elles eu une issue aussi différente? En lisant le dossier volumineux, aucune trace ne justifie une telle situation. Une lecture détaillée s'impose pour comprendre ce cas extrêmement troublant. Après une analyse approfondie, un détail révèle la raison de ce questionnement. Dans le rapport de la police judiciaire, on trouve un paragraphe de 3 phrases. Ces phrases, en apparence simples, en disent long sur l'état d'esprit des enquêteurs. Je tiens à souligner que ce paragraphe ne comporte pas une erreur grammaticale. Je vous invite à l'écouter attentivement
car ce sont ces 3 phrases qui ont conduit à la condamnation à mort en première instance et à 20 ans de réclusion criminelle en appel pour Sifax Khilili. Parce que rien ne peut justifier. C'est la police elle-même, c'est les enquêteurs qui le disent, c'est le juge d'instruction, première audition, deuxième audition. Ils attestent que les 2 cousins ont eu le même parcours des débuts jusqu'à la fin de l'affaire. Ce que les enquêteurs ont mis dans le dossier de Khilili Sifax. Je vais essayer de lire cette phrase-là. Alors, le prévenu porte un tatouage sous forme d'un drapeau amazigh. Le prévenu porte un tatouage sous forme d'un drapeau amazigh. Regardez la suite. Je répète, parce que c'est important. Le prévenu porte un tatouage sous forme d'un drapeau amazigh. Malgré cela, il nie que ce tatouage ait une relation avec l'organisation terroriste MAC. Je vais répéter. Le prévenu porte un tatouage sous forme d'un drapeau amazigh. Malgré cela, il nie que ce tatouage ait une relation avec l'organisation terroriste MAC. Écoutez bien la suite. Écoutez bien. Malgré le caractère ignoble du crime commis, rien ne justifie sa présence sur les lieux du crime, à part le fait d'y avoir participé. Je vais vous lire ça en arabe pour ne pas dire que je suis en train de faire une fausse traduction. Je vais vous lire en arabe. Et vous allez attester, parce que là, ici, il y a beaucoup de personnes qui comprennent l'arabe. المشتبه فيه يحمل أوشام على جسده منها وشم على شكل الراية الأمازيغية. مع ذلك نفى أن تكون له علاقة بالحركة الإرهابية رغم بشاعة الجريمة المقترفة من قبلهم. لا شيء يمكن أن يبرر تواجده هناك سوى أنه كان مشاركا في الجريمة. Qui veut dire, si vous avez le malheur de passer par là, parce que vous habitez là, ou je ne sais pour quelle raison, bon, rien ne peut justifier votre présence. Si vous êtes de passage, vous êtes impliqué. Si on a un tatouage amazigh, c'est la phrase. C'est la phrase. Alors, le condamné Khilili Sifax repose donc sur un détail, l'interprétation de la police judiciaire, puisqu'il n'y a aucun autre élément qui peut le condamner. Donc, le condamné, l'interprétation par la police judiciaire de son tatouage amazigh en preuve d'appartenance à une organisation terroriste. Je vais essayer de synthétiser un autre cas. C'est le cas de Chabel Moustay. Il apparaît dans les vidéos comme quelqu'un qui a enlevé la carte d'identité et le téléphone de la victime. Je ne vais pas y aller dans le cas, mais je vais vous citer une phrase des enquêteurs qui a été comment dire, acceptée par la chambre d'accusation et par aussi les juges. Il a fallu lui coller l'appartenance à un mouvement terroriste. Et du moment où le MAC, donc le mouvement pour l'indépendance de la Kabylie, est reconnu comme tel, selon la loi, pas la loi, mais un décret présidentiel, Conseil de sécurité, il a fallu lui coller l'appartenance au MAC. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de photo, et dans les faits, il n'a jamais appartenu au MAC. Et ses positions s'opposent au MAC. Mais on n'est pas là pour parler des sujets politiques. Je vous invite seulement à voir comment les autorités judiciaires l'ont mis comme étant membre du MAC. Alors, les faits sont arrivés, donc le crime date du 11 août 2021. Écoutez-moi bien. Là, je lis. Conformément à l'autorisation de recherche émise par Monsieur le procureur de la République auprès du tribunal de Sidi Mohamed datée du 16 août 2021, nous enregistrons un j'aime sur la page portant le pseudonyme Zizi Hassan Markel
dont le propriétaire est membre du MAC. Cette page-là, c'est une page satirique. Si je peux la traduire, Zizi Hassan, c'est un titre honorifique d'une personne. Hassan, c'est un prénom. Nardel Markel, est-ce que je me trompe? Et ce j'aime-là est mis dans le dossier. Et c'est le seul élément avec lequel on l'a condamné pour terrorisme. Je vais terminer par un. Désolé, c'est le dernier. Parce que j'ai essayé de voir, il y a des personnes qui n'étaient pas sur les deux. Il y a des personnes qui étaient de passage eux aussi ont été impliquées, mais même les personnes qui sont condamnables à des niveaux différents, là aussi on voit des anomalies extrêmement graves. Je vais terminer par là et je laisserai pour les autres éléments pour le débat. Nous citerons encore le cas d'un condamné à mort, en l'occurrence Riles Zata, originaire de la Oudaya de Vida, située environ à 150 km de la ville de Tizi Ouzou. Il était venu pour assister aux obsèques de son grand-père et participer en même temps aussi aux opérations d'aide et de volontariat avec son fourgon dans le cadre des incendies. Le jour de l'événement tragique, survenu à proximité de chez lui, des centaines de personnes affirment qu'un pyromane a été arrêté. Il se trouve au niveau du commissariat de Daïa. L'accusé se rend alors au commissariat, il monte dans le fourgon de police, assène 2 coups de poing à la victime. Ressort du véhicule, observe la scène, puis quitte les lieux. À ce moment-là, la victime était encore en vie. Aucun rôle n'a été imputé à cet accusé concernant des violences supplémentaires ou une participation directe à la mise à mort. L'ensemble des vidéos disponibles le montre. Et là, actuellement, nous avons plus de 100 vidéos qui retracent le crime du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, c'est des vidéos quand même assez sensibles. S'il y a des personnes qui veulent confirmer et voir et détailler les choses, donc ce n'est pas un souci. Sur les réseaux sociaux, son nom ainsi que son adresse sont publiés. Certaines l'accusent d'être un agent des services de renseignement algériens impliqué dans l'affaire. D'autres déclarent qu'il aurait porté des coups de couteau à la victime. C'est là où le détail est intéressant à analyser. Or, en revisionnant les images du moment où la victime a été sortie du fourgon de la police, aucune trace de sang n'apparaît sur le thorax. 2 coups de couteau portés sur le côté gauche du thorax auraient nécessairement provoqué une hémorragie visible immédiate. Lors de sa première audition, après son arrestation, Riles Zata nie formellement avoir utilisé un couteau. Lors de la deuxième audition, après des actes de torture au point qu'il perd l'ouïe d'un oreille, il reconnaît avoir utilisé un couteau. Or, un problème majeur se pose. Le rapport scientifique du médecin légiste entre en contradiction directe avec ce récit. Au niveau de la Cour suprême, la question s'est posée. La question s'est posée de manière claire, au vu de la chronologie des événements et des vidéos mises à disposition, au vu du fait que l'accusé a nié en premier lieu, puis reconnu en second lieu, et au vu des résultats de l'autopsie. Était possible qu'un accusé invente un fait ou reconnaisse un fait qu'il incrimine et le condamne, alors même que les éléments scientifiques contredisent cette reconnaissance. Malgré ces contradictions, Riles Zata est condamné à mort en première instance et en deuxième instance. D'autres accusations se sont ajoutées à son dossier, comme appartenance à un mouvement terroriste, atteinte à la sécurité de l'État, participation à un complot, article 27 bis, et d'autres aussi accusations, préméditation de l'assassinat, assassinat, etc., etc., y compris aussi les incendies qui ont touché la ville et à la République. Je termine par là, et je vais essayer de faire une petite conclusion. C'est que là, le problème, c'est que là, on assiste à une affaire très sérieuse, qui risque d'avoir des répercussions très graves. La population actuellement se dit peut-être que les autorités vont se dire que c'est le moment de sortir de cette impasse, de garantir un procès équitable
et de trouver une issue pour celui-ci. Mais garder les choses telles qu'elles sont va avoir inéluctablement des conséquences. Personne ne peut accepter que son fils, qui n'est pas impliqué dans la mort d'une personne, soit condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Le problème, on n'est pas avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. On recense actuellement, et je peux l'affirmer devant vous et devant l'histoire, il y a 8 personnes condamnées à mort qui n'étaient même pas sur les lieux du crime. Pire encore, les vidéos qui montrent clairement des personnes qui essayaient d'aider la victime et dont les témoins des personnes qui étaient impliquées réellement ont témoigné en leur faveur en disant que ces personnes-là étaient en train de nous demander d'arrêter l'agression. Eux aussi ont été condamnés à mort. Et je cite le cas de Sofiane Hamesh et de Saïd Sadat. Des familles ont été détruites. On recense actuellement au niveau du collectif 3 parents décédés suite à des crises cardiaques. Une maman avec un AVC actuellement en France. Pourquoi? Quand une personne ait l'ultime conviction que son fils, son mari, son proche, son cousin, son ami n'est pas impliqué, la douleur psychologique, la tragédie humaine ne peut en aucun cas être oubliée. Désolé si j'ai parlé, mais la gravité des faits l'impose et je cède ma parole. Merci. Et qui nous a vraiment passionnés, qui nous a beaucoup parlé. J'invite